Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 qui régresse de 0,27%. Je vous retrouve juste de l'autre côté. Alors 0,27% de baisse, c'est pas très flatteur compte tenu de fondamentaux qui étaient plutôt favorables. Alors on le sait, hein, Monsieur Trump se porte comme un charme et ça fait 20 ans qu'il ne s'est pas senti aussi bien, grand bien lui fasse. Et en même temps, les marchés ont été plutôt soudainement ravis de voir Biden se détacher dans les sondages face à Trump en se disant que finalement c'est pas une mauvaise idée d'attendre un petit peu parce que si c'est les démocrates qui ont placé un président, eh bien ça devrait nécessairement être plus généreux en termes de relance hein, que si c'est un républicain qui est président. Et donc les marchés américains progressent bien et le CAC 40 par contre traîne un petit peu la patte. Alors on va tout reprendre depuis le début, c'est important parce qu'il y en a qui découvrent le format. Comme vous le savez, nous sommes ici en dessous d'une résistance à 4837-4895. Cette résistance tient. Cette résistance, en fait, correspond également, on le sait, à un niveau de Fibonacci intéressant, à partir duquel les traders baissiers tirent à vue. Hein, je le répéterai jamais suffisamment. Hein, on est beaucoup de traders à utiliser les retracements de Fibonacci. Et lorsque vous avez des retracements de Fibonacci qui correspondent à un niveau de résistance, plus d'autres résistances éventuellement dynamiques comme la E20, forcément ça tire à vue. Et on verra également, il y a une résistance Ichimoku importante. Et donc c'est pour ça qu'on a du mal à passer. Ça fait 2 fois qu'on essaie de passer au-dessus des 4900 et qu'on échoue. D'ailleurs, j'ai oublié de mentionner, évidemment, les chiffres ronds qui terminent par un double zéro sont généralement des seuils psychologiques qui font aussi barrage ou alors qui font support. Hein. Donc du coup, on est toujours en train de patiner. Il est à noter également, et c'est pas à négliger, que pendant que l'on patine, on est toujours en train de souffrir dans un biseau ascendant. Les biseaux ascendants se cassent plus souvent par le bas que par le haut. Il a été retravaillé ce biseau. Hein. Je l'avais travaillé, je l'avais initialement tracé autrement. Là, je l'ai réajusté. Vous pouvez regarder la vidéo d'hier pour savoir comment j'ai fait. Mais l'idée, hein, c'est que les biseaux, c'est comme ce qu'il y a eu ici. Hein. Ça se casse plus souvent par le bas que ça ne se casse par le haut. Et voilà, c'est ce qui s'est passé ici. C'est ce qui risque de se produire encore là. Alors, attention, plus souvent. Et ça, je tiens vraiment à insister parce que je vois souvent des commentaires qui sont faits sur mes vidéos ou sur Twitter, etc. Il faut vraiment comprendre ce que veut dire un pourcentage. Quand vous avez quelque chose qui fonctionne dans 65% des cas, 2 fois sur 3, ça veut bien dire que sur 100 fois, vous allez échouer 33 fois. Hein, donc il ne faut pas se dire c'est super à 50%, donc ça va marcher. Ça veut simplement dire que sur 100 fois, ça va marcher plus souvent que ça va échouer. Mais sur ce coup-ci, on peut très bien avoir une sortie par le haut de la figure et pas forcément par le bas. Et nous avons également les chandeliers japonais à étudier. Alors le chandelier japonais du jour, c'est un chandelier d'hésitation comme celui de la veille. Vous voyez, quand vous avez un grand espace comme ça, que le corps occupe une petite partie, que ce soit vert ou rouge, c'est un chandelier d'hésitation et forcément on hésite au contact d'un passage quand même assez important. À noter quand même que nous avons ici ce qu'on appelle un inside bar, c'est-à-dire une bougie dont les marges de variation sont incluses à l'intérieur de la bougie précédente. Et il faut savoir que ça se trade, ça se trade de différentes manières. Mais vous pouvez par exemple savoir, vous devez savoir que si on arrive à dépasser les plus hauts de cette bougie, il y a beaucoup de traders qui achèteront. Hein. C'est un signal qui est assez connu, surtout chez les Américains d'ailleurs, et c'est quelque chose à suivre. Donc surveillez de près un passage au-dessus des 4926, il risque d'y avoir une accélération. Nous avons également les éléments purement techniques. Et la moyenne mobile à 20 jours est également pour faire coucou au haussier et s'interposer. Vous voyez, je le redis encore une fois, je suis désolé, mais il y a toujours des nouveaux. Il ne faut pas chercher de magie dans l'analyse technique.
Ok, tout n'est que rationalité et prophétie autoréalisée. Plus vous avez d'obstacles, de clusters de résistance, et plus ça fonctionne parce que vous avez les traders de M20 qui vont vendre, vous avez les traders de résistance qui vont vendre, vous avez les traders de Fibonacci qui vont vendre. Donc forcément, ça fonctionne quand il y a plus de résistance ou quand il n'y en a qu'une. J'aimerais également mentionner avec vous la moyenne mobile à 7 jours qui est toujours ascendante. Hein, on est au-dessus, donc la tendance de court terme est haussière. La moyenne mobile à 50 jours est toujours descendante, mais la tendance de fond est toujours baissière. Les Fibonacci, les Bollinger sont en parallèle baissière, donc c'est baissier également. Ok, quand on enlève les repères, on voit bien que voilà, ça c'est pas sexy. Ok, mais comme vous le savez, je privilégie les éléments graphiques sur les éléments techniques. Eh bien, c'est pas trop inquiétant, surtout qu'il y a des éléments intéressants à prendre en considération, à commencer par le SAR, hein, qui a été cassé à la hausse. Et ici, vous savez, il est rare, très rare que l'on fasse pas un plus haut par rapport à la bougie qui a cassé le SAR. Ce qui nous amène aux autres éléments techniques, à savoir, alors c'est ici le RSI, le MACD, le momentum, le MACD 0, le stochastique, le CCI, et on va convoquer aujourd'hui l'indicateur de Schaff. Alors le plus important pour l'instant c'est de remarquer, et ça c'est pas nouveau hein, puisque on avait déjà vu ça arriver progressivement tout au long de la semaine, mais tous les indicateurs techniques que j'utilise sont haussiers hein, puisque vous avez ici maintenant le RSI qui est supérieur à 50, le momentum qui est supérieur à 0, le MACD qui confirme sa cassure de signal, on a backtesté hier, MACD 0 au-dessus de son signal, stochastique supérieur à son signal, CCI au-dessus qui est sorti de sa zone de survente, et là c'est le trend cycle de Schaff hein, qui donne son signal. Alors ce que j'aimerais bien voir avec vous aujourd'hui c'est ce backtest. Je rappelle que vous ne savez pas l'indicateur Trend Cycle de Schaff. Vous pouvez le retrouver chez mon partenaire PRT. Vous avez le lien pour avoir le lien de téléchargement du logiciel gratuitement, là, juste en dessous de la vidéo. Et bon, c'est un mélange de stochastique et de MACD, clairement. Hein. Donc, l'idée, c'est que le signal va être donné lorsque l'on sort de la zone de survente. Alors là, vous avez la zone de survente. Et lorsque l'on sort de cette zone de survente, eh bien, vous avez un signal d'achat. Nous, on va regarder ce qui va se passer. On va contextualiser par rapport à ce qui nous intéresse le plus, à savoir la M20. Vous savez, on a un ennemi là actuellement pour les haussiers, c'est la M20 qui doit être passée et ça fait quand même 2 séances hein, que l'on cale dessus. Alors on va regarder ce qui s'est passé les précédentes fois que le Schaff Trend Cycle a donné un signal haussier et qu'on était en dessous de la M20. Est-ce qu'on a réussi à clôturer au-dessus ou est-ce qu'au contraire on est allé plus bas que le précédent creux? Donc clairement dans ce backtest qui n'a aucune validité scientifique parce que je ne fais que 20 occurrences, le test sera réputé gagné si on clôture au-dessus de la M20, donc on bat la M20, et le test sera réputé perdu si on passe en dessous du précédent creux, c'est-à-dire en l'occurrence ici les 4754. Okay, donc voilà, j'ai fait le truc 20 fois. Et c'est parti. Alors toutes les fois où j'ai rien fait, c'est tout simplement parce qu'on était déjà au-dessus de la M20 quand c'est produit. Par exemple ici, vous voyez, le signal a été donné sur cette bougie, mais on était déjà au-dessus de la M20, donc ça apporte rien. Et il n'y a pas tant de cas en fait où on était en dessous de la M20. Voilà un cas. Ok. Donc ça se passe ici. Le signal a été donné sur cette bougie, là. Et comme vous voyez, on était en dessous de la M20. Et on a réussi à clôturer au-dessus de la 20. Bon, ça ne s'est pas joué à grand-chose. Bon, après, c'était plus clair, hein, mais ça ne s'est pas joué à grand-chose, mais on a bien clôturé au-dessus de la 20. Donc, c'est un succès. On enchaîne. Donc, un succès. Un deuxième succès ici. Voilà, la hausse a été très forte après, hein, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si on clôture au-dessus de la 20 ou pas. La réponse, c'est oui. Deuxième succès. Troisième succès, quatrième, cinquième succès, sixième, septième, huitième succès consécutif, 9, 10, 11 succès, encore un succès, encore un succès, encore un succès. Et il y en a qui commencent à saliver, je le sens bien, mais non, ce n'est pas le Graal, puisque vous voyez, ici ça a échoué. Ok, je vous le montre parce que voilà, le signal a été donné sur cette bougie-là, le pic. Est-ce qu'on a réussi à clôturer au-dessus de la M20 ou est-ce qu'on est passé en dessous du précédent creux? Voilà, on est passé en dessous du précédent creux, donc c'est pas bon. Encore un succès, encore un échec.
Encore un succès, encore un échec, et un succès, ça y est, ça nous fait nos occurrences. Et on arrive à la statistique assez ébouriffante de 17 succès pour 3 échecs. Donc un taux de réussite de 85%, magnifique. Alors, est-ce que ça veut dire que vous auriez dû, dès la clôture de mercredi soir ou dès l'ouverture de jeudi matin, acheter en pariant que l'on va clôturer au-dessus de la M20? Non, évidemment que non. D'ailleurs, vous allez très vite vous rendre compte que lorsque ce signal est donné, on n'est généralement pas très loin de la M20. Donc ça veut dire que le ratio gain-risque, il est bien pourri quand même. Ça veut dire que là, par exemple, si on clôture au-dessus de la M20, demain, ça veut dire 0,40% de hausse. Bon, après, j'ai pas dit que ça allait pas plus, on peut backtester. J'aurais pu backtester autre chose. Là, je me suis intéressé à la M20 parce qu'on était vraiment en train d'échouer dessus. Si vous mettez votre stop loss en dessous du précédent creux, vous avez 2,6% dans les dents. Donc il est clair que le ratio gain risque il est pourri. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire. Il faut calculer, prendre votre calculatrice et voir sur 100 fois si vous pouvez gagner de l'argent, même si vous perdez plus quand vous avez tort que vous ne gagnez quand vous avez raison, puisque vous avez raison beaucoup plus souvent que tort. Donc ça se calcule tout ça, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ceux qui parient sur le fait, qui spéculent à la baisse sur le fait qu'on n'arrivera pas à passer la M20, bon bah voilà quoi, sachez qu'on a un signal généralement qui implique que l'on clôture au-dessus de la M20, ce qui serait pas mal, Ce qui nous amène donc aux autres éléments techniques et en particulier j'aimerais faire un aparté plutôt long sur l'Ishimoku aujourd'hui parce qu'il y a des choses qui expliquent l'évolution en cours. Je vais me débarrasser de la M20. Je l'avais dit, puis j'ai oublié de le redire, mais là je vais le redire parce que finalement ça a son importance. Vous voyez, actuellement on stagnouille. Pourquoi est-ce qu'on stagne? Pour plein de raisons. Alors en Ishimoku, j'avais expliqué, je l'ai dit, mais je ne l'ai pas redit la dernière fois, qu'on avait un niveau de twist ici. Et vous allez voir à l'expérience que le niveau de twist, ok, c'est des points de résistance assez importants, ou de support quand c'est dans l'autre sens. Ça ne fonctionne pas à tous les coups, mais vous voyez quand même, là, les 4920, je avais déjà parlé, hein, ont bien joué leur rôle de résistance. Et en même temps, vous savez que la lagging span, elle rencontre sur son chemin tous les obstacles qu'ont rencontré les cours eux-mêmes. Et là, vous vous souvenez, on avait comment ça s'appelle? Un triangle, le fameux triangle symétrique, hein, qu'on a cassé, qui a provoqué une accélération. On a suffisamment parlé il y a 3 semaines de ça. Et ben, vous voyez, là, à chaque fois que l'on monte, n'oubliez pas que les lagging span, hein, c'est les cours reportés 26 périodes en arrière. Donc, c'est là actuellement. Donc, quand les cours sont ici, la lagging span est là, au contact. Donc, elle bute justement depuis pas mal de temps sur la base du triangle fraîchement cassé. Et là, les traders Ishimoku s'en donnent à cœur joie, hein. Donc c'est pour ça que ça bloque aussi. Plus, bien sûr, la Kijun qui fait barrage, mais enfin bon, un barrage assez modeste parce que quand les courbes sont à plat, ça joue moins le rôle de support et de résistance que quand elles sont orientées. Vous le savez. Sinon, la tendance est toujours neutre, hein, puisque même si on est sous le nuage, la lagging span ne confirme pas parce que la lagging span est toujours dans le nuage. On passe au trade du jour. Alors, si vous êtes baissier, eh bien forcément, vous avez toutes les bonnes raisons de spéculer à la baisse maintenant. Si vous mettez un stop loss, par exemple, en dessous des précédents plus hauts, allez, on va prendre 1,10%, et que vous visez 1,10% à la baisse, bon, c'est pas facile parce qu'en fait, je suis en train de me rendre compte, 1,10% c'est dans le gap. Le gap, il va être défendu, il est toujours défendu, enfin quasiment toujours défendu. Bon, mais c'est pas trop gourmand. Il vaudrait mieux à la limite attendre que ça remonte un petit peu parce que demain ça devrait monter vu le marché des États-Unis. Et à ce moment-là, viser un retour sur le gap, 1,3% avec un stop loss à 0,6% ou même à plus, hein. Vous pouvez même vous mettre de l'autre côté dans le gap ici. Vous avez un ratio gain supérieur à 1, c'est pas mal, ça se tient. Puis en plus, si le bisou il est cassé et que ça s'effondre derrière, c'est jackpot, hein. Maintenant, si vous avez plutôt un scénario haussier, actuellement c'est difficile, hein, parce que je vous ai déjà expliqué qu'il y avait plein de résistances et moi c'est pas trop mon truc, hein, d'acheter quand on est face à des résistances. Mais si vous pariez sur le fait que le gap ne sera pas bouché, attendez que ça retombe sur le gap ici. Ça sera ici, voilà. Et à ce moment-là, vous achetez. Vous achetez en visant pas plus haut que la résistance, hein, mettant un retour sur les plus 0,9% avec un stop loss à 0,7
0,8, vous avez un ratio gain supérieur à 1, ça peut tenir aussi. Voilà. Euh, bon, alors, je pense qu'on en a terminé. Je voudrais vous dire merci pour tous les messages très sympathiques que j'ai reçus. Je pense que j'ai du mal à m'exprimer parce que quand je parlais de menaces, je parlais pas de menaces de mort ou de menaces de venir avec une batte de baseball, hein. Vous savez, 99% des gens qui m'ont contacté pour me dire d'arrêter le changement de couleur, c'était des astigmates, hein, qui disaient on voit rien du tout, c'est encore pire, c'est pas juste, machin, mais c'était fait de manière très 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 polie, hein. Il y a que 3 personnes qui ont été vraiment désagréables, donc c'est vraiment pas représentatif, hein, de ceux qui me font la confiance de me suivre comme vous. Donc pas de panique, hein, c'était pas des menaces de mort, c'était juste des menaces au sens propre du terme. Si tu fais pas ça, je pars et puis c'est horrible, c'est la dernière fois pour moi, etc. Voilà, c'est tout. J'arrête de vous embêter, je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder l'analyse technique de moyen terme. Pensez à regarder, à toujours avoir en tête les repères de moyen terme, ok? C'est pas la queue qui remue le chien. Et quand on arrive sur des résistances hebdomadaires ou des supports hebdomadaires, vous avez de bonnes raisons de savoir qu'ils sont en face de vous. C'est à la fin de cette vidéo. À demain pour la mise à jour.